L'AVET, Fédération des employeurs en communauté germanophone, l'Union wallonne des entreprises ainsi que la SBL Farmit vous souhaite la bienvenue à notre webinaire de ce jour qui se consacrera au thème « Zéro émission pour les véhicules de société en 2026 ». Im Namen des Arbeitgeberverbands AVET, der Union wallonne des entreprises und auch im Namen der VOG Farmit heißen wir Sie recht herzlich willkommen zu unserer heutigen Informationsveranstaltung zum Thema Null-Emissionen für Firmenfahrzeuge in 2026. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer gemeinsamen Einladung so zahlreich gefolgt sind. Firmenwagen sollen in Belgien zukünftig grüner werden und der Umstieg auf umweltfreundlichere, sprich umweltneutrale Firmenfahrzeuge soll so schnell wie möglich vollzogen werden. Das bedeutet, dass ab 2026 nur noch emissionsfreie Firmenwagen steuerlich Vorteile nutzen können. Solche Fahrzeuge werden in erster Instanz zu 100% steuerlich abziehbar sein. Danach jedoch werden die Tarife nach und nach denen für Diesel- und Firmenwagen angeglichen, wie sie aktuell berechnet werden, bis 2031 nur noch zu 67,5%. Dazu später mehr. Firmenwagen mit Verbrennungsmotoren dagegen werden im Zuge dessen schrittweise ihre steuerliche Absetzbarkeit verlieren. Hierzu stellen sich unter anderem folgende Fragen. Reicht hierzulande die entsprechende Infrastruktur überhaupt aus? In Belgien sind aktuell 8.500 Ladestationen platziert. In den Niederlanden dagegen stehen da schon 66.000 zur Verfügung. Da gibt es also in Belgien noch Aufholbedarf. Werden es überhaupt genügend E-Autos geben? Wir wissen alle, wie schwer es ist, aktuell einen Neuwagen zu bekommen. Soll ich als Unternehmer sowie die Regierung, Privatpersonen und Unternehmen dazu ermutigt, eine Ladestation installieren? Was habe ich davon? Was darf ich nicht? Wir freuen uns auf die heutige Veranstaltung, die hoffentlich Ihre Erwartungen entsprechen werden. Ich würde jetzt das Wort übergeben an den ersten Redner. Kurz vorher vielleicht noch einen Blick auf das Programm. Wir gehen zuerst auf die fiskalen Aspekte ein. Wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren und wo stehen wir dann 2026? Dann einen kurzen Einblick in die Auswahl der Fahrzeugflotte. Darf ich 2026 noch mit meinem alten Opel Ascona Dieselfahrzeug durch die Gegend fahren? Wenn ja, was muss ich dabei beachten? Wie ist die Situation in dem deutschsprachigen Gebiet? Wie sieht es aktuell aus in Sachen Elektrifizierung des Fuhrparks? Gibt es da schon Zahlen? Und zum guten Schluss werden wir dann auf Fragen und Antworten eingehen. Diese Fragen würden wir Sie bitten, dann im Chat reinzuschreiben, damit wir dann, falls wir zeitlich nicht mehr dazu kommen, die innerhalb der Videoübertragung zu beantworten, Ihnen die Antwort dann nachliefern können. Fragen stellen Sie bitte jedes Mal, nachdem der Redner seine Präsentation beendet hat. So, ich würde sagen, ich übergebe das Wort dann an die erste Person der ÜWE. Das wäre dann die Beatrice, die uns dann was über die fiskalen Aspekte erzählen wird. Je remets la parole au premier intervenant pour débuter le webinaire. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour à tous, guten Tag. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, c'est parfait. Oui, parfait.
Je ne parle pas suffisamment bien allemand pour faire ma présentation en allemand. Vous pouvez poser vos questions en allemand dans le chat ou oralement, et je suis sûre que Monsieur Goldstein fera la traduction. Voilà, alors les aspects fiscaux sont évidemment au centre du sujet d'aujourd'hui, puisqu'on sent une très forte pression du politique pour changer le parc automobile des entreprises belges. Donc le centre de cette réforme, c'est le changement de la déductibilité des véhicules qui émettent du CO2. Donc on a... Oups. C'est grand, voilà. On a en fait, dans cette nouvelle loi, par rapport à la déductibilité fiscale, on repère 3 phases différentes qui dépendent de la date d'acquisition du véhicule. Donc l'acquisition du véhicule, si vous les achetez, c'est vraiment la date à laquelle vous signez avec la commande avec votre concessionnaire, donc pas la date à laquelle vous recevez le véhicule, mais bien la date à laquelle vous avez signé votre contrat. Et si vous êtes en leasing, c'est aussi la date à laquelle vous avez choisi le véhicule et signé le contrat avec le leaseur, même si le véhicule est livré plus tard. Donc les 3 phases, c'est la phase dans laquelle nous sommes actuellement, jusqu'au 1er juillet 2023, c'est la déductibilité telle qu'on la connaît. Donc le calcul de 120% moins les émissions de CO2, et on arrive... Ah, je ne sais pas si c'est une question. Non. Et on arrive à quelque chose qui doit se situer entre 50% et 100% de déductibilité, avec une petite exception pour les véhicules très émissifs, au-delà de 200 grammes de CO2, la déductibilité est forcément à 40%. Donc ça, c'est la même formule qu'aujourd'hui. Donc tous les véhicules que vous prenez maintenant et jusqu'au 1er juillet 2023, il n'y a pas de changement, et ce régime fiscal s'applique pendant toute la durée pendant laquelle le véhicule est mis à votre disposition. Donc, pendant toute la durée du leasing, ou si vous l'avez acheté, pendant toute la durée pendant laquelle votre entreprise est propriétaire du véhicule. Donc, voilà. Il n'y aura pas de changement pour les véhicules que vous avez déjà acquis et ceux que vous prenez jusqu'au 1er juillet 2023. Ensuite, entre le 1er juillet, donc jusqu'au 30, en fait jusqu'au 30 juin 2023 plutôt. À partir du 1er juillet 2023, on rentre dans une période transitoire. Donc là, tous les véhicules qui sont acquis entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, ceux-là vont avoir une déductibilité variable au cours de leur vie au sein de votre entreprise. Donc, au début, pas de changement, on reste avec un plancher de 50%, maximum 100%. Et puis, dès 2025, ça a un peu bougé, dès 2025, il n'y aura plus de minimum. Donc, si le calcul de 120% moins les émissions de CO2 divisé par 2 arrive à moins de 50%, eh bien, vous aurez moins de 50% de déductibilité. Et par contre, on aura un maximum de 75%. Et puis ensuite, on baisse encore. On passe à maximum 50%, puis maximum 25%. Et puis là, je vois que mes chiffres se sont un peu décalés. Mais c'est en 2028 que tout le monde sera à 0%. Donc, tous les chiffres ont un peu bougé sur la slide, mais normalement, ils sont tous un petit peu plus à gauche. Donc, c'est le plafond à 75% est en 2025, 2026, 50%, 2027, 25%, 2028, tous les véhicules qui ne sont pas zéro émission seront à 0% de déductibilité. Ça veut dire évidemment les essences et les diesels, mais aussi toutes les voitures hybrides, qu'elles soient plug-in hybrides ou qu'elles se rechargent pendant la conduite, et également toutes les autres formes de carburant, LPG, CNG, biocarburant, etc. Tout ça sera à 0% de déductibilité. Et la dernière phase, celle dont on a beaucoup parlé dans la presse, c'est les véhicules qui sont acquis à partir du 1er janvier 2026. Eux sont immédiatement à 0% de déductibilité, donc, alors que ceux qui ont été acquis avant
peuvent conserver encore une petite déductibilité jusque 2028. À partir de 2026, là, vraiment, on est tout de suite à 0 %. Donc, ce sera plus lisible à défaut d'être très avantageux financièrement. Je ne vois pas de questions, donc je continue. Alors, puisque les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, si vous passez par contre à des véhicules zéro émission, donc pour le moment, on parle essentiellement de l'électrique, il n'y a pas vraiment beaucoup d'alternatives. Pour le moment, vous êtes à 100 % de déductibilité et ce sera le cas encore pour tous les véhicules que vous acquérez jusque fin 2026. Mais ensuite, l'administration fiscale, sentant venir une perte de revenus, fera baisser progressivement la déductibilité des véhicules acquis à partir de 2027 pour arriver à la fin, donc en 2031, à une déductibilité de 67,5 %, ce qui correspond à la déductibilité moyenne actuelle du parc des véhicules de société. Donc l'idée étant de revenir à une situation équivalente pour l'administration fiscale. Et de nouveau, c'est toujours le même principe. Donc en fonction de la date d'acquisition du véhicule, vous gardez la même déductibilité durant toute la durée de vie de ce véhicule au sein de votre entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de cette réforme. Il y a aussi une petite note sur les cotisations de solidarité CO2, donc c'est-à-dire la sécurité sociale. Ces cotisations vont également être augmentées. Donc à gauche, vous voyez pour les véhicules qui ont des émissions de CO2. Aujourd'hui, on a la formule que j'ai indiquée ici, donc les émissions de CO2 x 9 moins un coefficient de carburant et puis divisé par 12 pour revenir sur une base mensuelle. À partir du 1er juillet 2023, donc ce sont les mêmes dates qui sont prises en compte, vous avez le même calcul, mais vous faites x 2,5 %. Et puis pour ceux qui sont acquis à partir de 2025, fois 2,75 %, et puis fois 4, et puis fois 5,5. Et puis on reste à fois 5,5. Donc vous voyez que c'est une augmentation qui est vraiment, vraiment très importante. Donc pour un véhicule qui serait 25 € de cotisation sociale mensuelle, mais fois 5, on est à 125 €. Donc ici, c'est même 5,5. Donc on se rapproche plutôt des 150 €. Donc vraiment un changement mensuel. Donc c'est un changement qui est assez notable également. Et en parallèle, la valeur minimale, donc celle qui est d'application pour les véhicules zéro émission et très faibles émissions, va aussi augmenter, mais de manière beaucoup moins drastique. Donc c'est de nouveau pour essayer de revenir à une situation qui corresponde aux revenus que l'ONSS percevait avant cette réforme des véhicules de société. Donc voilà, on voit que les deux sont alignés dans leurs objectifs de vous pousser à acquérir le moins possible de véhicules qui émettent du CO2. Ça reste néanmoins possible, c'est simplement plus cher, comme monsieur Hagelstein l'a déjà indiqué dans son introduction. Côté travailleur, par contre, pas de changement de formule, donc l'avantage de toute nature sur lequel votre travailleur est imposé ne change pas, la formule ne change pas, on reste toujours valeur catalogue fois 5,5, plus les émissions CO2 du véhicule, moins la référence CO2 fois 6/7 fois le coefficient d'âge. Donc une formule très facile. Simplement, la valeur de référence qui est fixée chaque année en fonction des émissions moyennes du parc, ben, elle va baisser dans les prochaines années. Il est désormais plus possible qu'elle augmente. C'est légalement bloqué. Donc si la valeur moyenne du parc venait à augmenter, la valeur de référence est artificiellement bloquée et alors on reprend la référence de l'année qui précède. Et par contre, si elle baisse, ben ça, à chaque fois, elle baisse et donc proportionnellement, vos travailleurs vont être imposés de plus en plus sur un véhicule équivalent, mais ce sera une augmentation bien plus douce que celle qu'on a vue, que vous aurez pour la déductibilité et pour les charges sociales. Pour l'ONSS travailleur, pas de changement, il n'y a pas d'ONSS travailleur sur les véhicules de société.
Et donc, pour accompagner ce changement, il y a encore un petit aspect fiscal pour vous inciter à installer des bornes sur le site de votre entreprise et pour les rendre accessibles au public. Donc, pour le moment, si vous aviez installé des bornes avant septembre 2021, ce sont des investissements sur votre site. Et donc, la formule actuelle, c'est une déductibilité à 100% avec un amortissement voilà, sur plusieurs années. Depuis le 1er septembre 2021, donc la règle est rétroactive vu qu'elle a été prise début 2022. Donc, les bornes que vous auriez installées depuis le 1er septembre 2021 et jusqu'à la fin de l'année 2022, on parle maintenant d'une prolongation, mais pour le moment, la règle reste jusque fin 2022. Toutes les bornes que vous installez sur votre site à l'état neuf peuvent être déduites à 200% sur 10 ans. Donc, si vous avez des bornes qui vous ont coûté 4 000 €, sur 10 ans, ça vous fait 400 € d'amortissement par an. À 200%, ça vous fait 800 € d'amortissement par an pendant 10 ans. Vu l'absence de normes incendie fiables et vu que les carnets de commandes des installateurs sont vraiment très, très remplis, pour le moment, le gouvernement est en train d'essayer de prolonger cette limite de décembre 2022 jusqu'à mars 2023. Mais voilà, comme ça n'a pas encore été voté, je vous présente la situation telle qu'elle est actuellement. Et puis, si vous installez entre 2023 et fin août 2024, vous aurez encore 150% de déductibilité, c'est ça? Donc, pour reprendre mon exemple, des bornes qui coûtent 4 000 €, vous pourrez les déduire. Au lieu d'avoir 400 € par an pendant 10 ans, vous aurez 600 € d'amortissement par an pendant 10 ans. Et si vous ne souhaitez pas que les bornes soient accessibles au public ou simplement que vous n'arrivez pas à les installer ou vous ne souhaitez pas les installer avant août 2024, eh bien, on retourne à la formule actuelle pour tous les investissements immobiliers, déductibilité à 100%. Et donc, les conditions pour pouvoir bénéficier de cette déductibilité majorée, je l'ai évoqué très brièvement, mais donc il faut que ce soit des bornes accessibles au public, c'est-à-dire que des personnes externes, outre vos clients, vos fournisseurs, vos consultants, enfin voilà, outre les personnes qui gravitent autour de votre entreprise, vraiment le grand public, vos voisins, quelqu'un de passage, même une personne qui part en vacances, une personne des Pays-Bas qui part en vacances et qui passe à proximité de votre entreprise devrait pouvoir s'y charger. Donc, il va vous falloir que les bornes soient, qu'il y ait un système de paiement intégré, sauf si vous décidez de les mettre gratuitement à disposition, mais vu le prix de l'électricité, je ne pense pas que ce soit le choix le plus pérenne. Et donc, il faut qu'elles soient accessible au public. Et donc, ça veut dire que si c'est sur votre parking, il faut que la grille soit ouverte. Donc, soit uniquement pendant vos horaires d'ouverture, soit uniquement pendant vos horaires de fermeture. Donc, soit quand vous êtes là, soit vous dites pendant la journée, je veux que mes bornes, elles soient uniquement accessibles à mes travailleurs parce que je veux qu'ils puissent charger leur véhicule de société que je leur mets à disposition sur mes bornes. Mais après, le soir et le week-end, je l'ouvre au grand public. Donc ça, vous rentrez à ce moment-là dans les conditions d'octroi de la déductibilité majorée, où évidemment, vous pouvez les laisser accessibles au public tous les jours, 24 heures sur 24. Ça, c'est évidemment accepté. Et il faut que les bornes soient du coup exposées, mais ça, ce sera forcément le cas. Si vous avez un système de paiement intégré sur votre borne, votre e-mobility service provider va automatiquement référencer cette borne sur les plateformes publiques. Donc, c'est voilà, vous n'avez rien de particulier à mettre en place pour ce sujet-là. Donc, des bornes neuves
accessible au public au moins pendant vos heures d'ouverture ou de fermeture. Ce sont les critères principaux. Je ne l'ai pas mis ici sur la slide, mais du coup, je vais le mettre dans le chat, le texte de loi, pour que vous puissiez vous y référer également. Oups. Voilà, je n'ai absolument pas regardé le timing, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro ou à les poser dans le chat. Bon, j'ai assommé tout le monde. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas à activer votre micro ou à les poser dans le chat, en allemand ou en français. Et sinon, il y aura un temps de questions-réponses tout à la fin de toutes les présentations, si jamais. Il y a une question, Béatrice, dans le chat. Alors, pour le paiement de l'électricité par un tiers, chaque fournisseur doit donc fixer son prix. Oui, tout à fait. Donc, le système actuel, c'est que vous fixez votre prix en fonction de combien ça vous coûte, essentiellement. Donc, bon, là, il y a plusieurs systèmes. Si vous installez les bornes vous-même et que vous en êtes propriétaire, vous pouvez fixer votre prix. Et après, votre e-mobility service provider qui va exposer vos bornes au grand public pourra rajouter sa propre commission par-dessus. Et puis après, les gens qui viennent se charger auront peut-être également une commission de la part de leur fournisseur de carte carburant. Bon, c'est pas du carburant du coup, mais de leur carte de recharge pour véhicules électriques. Et donc, vous choisissez à ce moment-là le prix auquel vous affichez vos bornes, mais il est possible que les personnes qui se chargent chez vous payent un autre prix. Donc, vous ne pouvez pas savoir en fait à l'avance. Si vous ne savez pas avec quelle carte ils se rechargent, vous ne savez pas exactement pour combien ils en auront pour vous payer. Mais donc oui, vous pouvez choisir votre prix. Si vous décidez de sous-traiter entièrement la gestion de vos bornes, c'est aussi une possibilité. Il y a des leasing de bornes où simplement vous mettez votre terrain à disposition. Vous pouvez vous charger sur les bornes, mais c'est entièrement exploité par Luminus, Engie, Total, Allego. Enfin voilà, il y a de très nombreux providers qui proposent ce service. Et à ce moment-là, vos bornes font partie de leur réseau. Et donc, le tarif sera celui du réseau que vous avez choisi comme fournisseur de services. Donc ça, ce sont... et voilà, peut-être que Yves me corrigera si je suis à côté de la plaque. Mais ça va, ok, ouf. Donc voilà, c'est effectivement le système aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir posé une question, je me sens moins seule. Je voulais peut-être juste réagir concernant la remarque que tu avais faite, Béatrice, concernant la possibilité pour un chef d'entreprise de décider de laisser les bornes de recharge à disposition de sa propre flotte de voitures durant, je ne sais pas, de 8 à 5, imaginons, et que le soir, ça puisse être mis à disposition également d'autrui. Donc, je suppose que le législateur mettra un site Internet à disposition du grand public pour qu'on sache où puis-je recharger, à quelle heure, à quel endroit. Donc, moi, je pensais que le chef d'entreprise devait décider soit de laisser les bornes de recharge à disposition de ses propres voitures, soit à disposition du public. Donc, mais il y a effectivement la possibilité de mixer, je dirais, de dire voilà, de 8 à 5, c'est pour ma flotte à moi, et après 17 heures, c'est pour tout le monde. C'est une possibilité donc légale dans le texte de loi. Après, c'est pas si facile à mettre en œuvre parce que la plupart justement des e-mobility service providers qui affichent les bornes
n'ont pas un système aussi simple qui permet de ouvrir, fermer, ou que quand quelqu'un va venir avec son badge, ça ne marchera pas parce qu'il est 16 h et pas 17 h. Donc, si c'est le système que vous choisissez, il vous faut des grilles pour fermer l'accès au parking parce que la borne elle-même, il y en a peut-être qui le permettent, mais c'est pas la majorité qui va pouvoir être aussi paramétrable. Donc, ou alors, il faut que vous l'ayez bien en tête dès le début et que vous l'incluiez dans votre cahier des charges, que c'est ça votre fonctionnement souhaité, parce que toutes les bornes n'ont pas cette fonctionnalité par défaut. Oui. Et en fait, de manière générale, réfléchissez bien à la manière dont vous voulez exploiter vos bornes. J'ai une autre présentation qui dure une demi-heure entière juste sur comment choisir ces bornes. Mais choisissez bien dès l'amont si vous voulez uniquement utiliser vos bornes pour vous ou si ce sera pour le grand public, parce que ce n'est pas du tout le même type de borne dont on parle. Si c'est juste pour vous, quelque part, une prise avec un bon niveau de protection pourrait quasiment suffire, ou une borne semi-rapide mais qui n'ait aucune forme d'intelligence spécifique pourrait suffire, alors que si vous voulez l'exposer au public, il va falloir qu'il y ait un système de paiement quel qu'il soit et de tracking qui soit intégré à la borne forcément. Donc, dès l'amont du projet, il va falloir réfléchir à ce que cette borne sera accessible ou pas, parce que ça va conditionner l'endroit où vous la mettez. Vous voulez peut-être pas que des étrangers viennent se mettre à certains endroits de votre parking où vous stockez du matériel coûteux ou des choses comme ça. Donc, peut-être que vous voudrez le mettre à l'extérieur. Et donc, le type de borne et la localisation de la borne vont être impactés par est-ce que je veux qu'elle soit accessible au public ou pas. OK. Voilà. Madame Schobens, Oui. Bonjour. Bonjour. Ça m'intéresse cette présentation sur le choix des bornes, parce que voilà, la déductibilité des voitures, on a tous compris, je pense, mais le choix des bornes est vraiment primordial et surtout l'accès, oui, et tout ce que les bornes permettent de faire en termes de reporting, de split de prix, enfin, la liaison avec l'installation photovoltaïque ou autre. Oui. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'avoir cette présentation ou... Je pense que j'ai une vidéo d'une fois où je l'ai donnée. Après, on peut aussi prévoir, je ne sais pas, je regarde du côté de la VED si vous voulez organiser un webinaire uniquement sur ce sujet-là. Je vais en tout cas mettre le lien vers... donc forcément, la présentation est en français, mais je vois que vous êtes Pas de souci. parfaitement à l'aise en français. Donc... je mettrai le lien dans le chat parce que je ne le connais pas par cœur. Je pense, Monsieur Hagelstein, que ce serait une bonne idée de faire un deuxième webinaire sur le choix des bornes. On va y réfléchir. Je propose peut-être de donner la parole au prochain intervenant. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez encoder vos questions sur le chat ou bien réagir après les présentations. Bonjour, je suppose que c'est moi le prochain intervenant. Donc, pendant que je charge le document, je vais... Est-ce que comme ceci, le document est bien disponible pour tout le monde? Oui, il est juste en mode présentateur, c'est-à-dire qu'on voit la slide suivante arriver. Voilà. Oui, c'est pas idéal. Comme ceci, c'est mieux? Oui, c'est parfait. Parfait.
Donc, je me présente, Yves Toussaint de Cours Alternative Engineering. Donc, je suis expert indépendant en motorisation alternative, motorisation électrique ou hybride. Et donc, aujourd'hui, je voudrais bien discuter avec vous de comment réduire l'empreinte carbone et le coût de votre flotte, notamment en insistant aussi sur le bon choix de motorisation. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Il n'y a pas de coupure? Tout se passe bien? Oui, nickel, super. Parfait. Merci. Donc, je voudrais commencer par 6 leviers sur lesquels agir dans une entreprise pour réduire cette empreinte carbone de la flotte. Bien évidemment, le point numéro 1, c'est les kilomètres que l'on ne fait pas en voiture sont propres. Donc, introduire de la mobilité douce, avec les vélos notamment. Il y a plusieurs plans qui permettent de mettre en place une telle mobilité. Ensuite, concernant le parc de voitures, réduire le kilométrage annuel, que ce soit un kilométrage professionnel ou privé, en agissant de manière efficace sur la car policy. Il y a moyen de s'arranger pour que naturellement ce kilométrage soit réduit. Ensuite, introduire et généraliser l'éco-conduite. Donc, l'éco-conduite est évidemment, pour un véhicule et un parc donné, une manière de réduire la consommation. C'est très significatif sur les véhicules diesel, mais c'est encore plus important le jour où vous avez des véhicules électriques. La consommation et l'autonomie de ces véhicules est fortement impactée par le style de conduite. Ensuite, adapter lors de l'achat des véhicules leur taille aux besoins réels. Donc, on voit malheureusement toujours aujourd'hui une tendance à des SUV très gros et très lourds sans en avoir vraiment le besoin réel. Bien évidemment, ces véhicules lourds consomment plus que d'autres. Ensuite, et c'est ce qu'on va plutôt développer aujourd'hui, choisir la bonne motorisation. Diesel, essence, hybride, rechargeable ou électrique. Quel est le meilleur compromis pour tout un chacun? Et une fois ces véhicules avec des motorisations alternatives acquis, comment les utiliser correctement? Il y a malheureusement aussi plusieurs possibilités de mal utiliser ces véhicules ou les charger notamment. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Alors, pour bien réussir à se préparer pour 2026, j'ai souligné 10 points clés à réussir. Premier point, c'est avancer dès à présent, bien avant que la technologie ne soit établie, bien avant que le cadre légal 2026 ne vous impose des électriques. Il faut dès à présent se lancer, dès à présent mettre en place l'électrification de votre parc de véhicules, via l'hybridation par exemple, sans attendre, pour être prêt. Et on va le voir dès aujourd'hui, c'est déjà intéressant. Ensuite, aller plus loin que votre leaser. Votre leaser ne connaît malheureusement pas tous les coûts réels internes à votre entreprise. Il pourra vous faire que des simulations. Vous-même, en interne, avec votre comptable, vous connaissez tous les aspects fiscaux de votre entreprise. C'est important donc de vous faire vous-même votre propre idée. L'électrification, ce n'est pas un parcours simple. Il y a plusieurs écueils, plusieurs manières de bien la réussir. Appuyez-vous sur des ressources externes spécialisées qui vous aideront donc à ce que ce soit un succès. L'électrification ne se fait pas sur le dos des utilisateurs de vos voitures. Il faut connaître en détail leurs besoins, leurs réticences actuelles et futures pour pouvoir vraiment leur offrir les véhicules qui leur conviennent bien. N'oublions pas que la mise à disposition d'une voiture, c'est aussi une forme de salaire, une forme d'agrément, principalement dans les entreprises qui ont du mal à recruter des collaborateurs. Avoir la voiture qui convient à chacun de ses collaborateurs, c'est très important. Alors, ce dont on doit beaucoup parler, c'est calculer le TCO, le Total Cost of Ownership, le coût réel de votre flotte. 10 000
possibilités existent, 10 000 calculs existent. À chaque fois, ce sont des calculs partiels. Le coût total réel de vos véhicules est en général inconnu dans les entreprises. Et donc, le prendre en compte pour savoir si l'électrification des flottes est un bénéfice ou non. Révisez votre car policy. La plupart des car policy sont basés sur un loyer mensuel d'un leaser. Choisir une voiture sur base de ce loyer n'induira pas l'électrification de votre parc. Ça restera une intention sans concrétisation. Donc, il faut absolument réviser cette car policy en profondeur pour qu'elle rende plus sexy les véhicules électrifiés. Ensuite, les véhicules électriques ne conviennent pas à tout le monde. Il y a certains gros rouleurs qui aujourd'hui ne pourraient pas être heureux avec une voiture électrifiée. Donc, identifier les premiers candidats. Dites-leur qu'une voiture électrique pourrait leur convenir. C'est important de les identifier. Alors, si votre électrification a un succès important, il est important d'avoir un plan de charge. Si lundi matin, tous vos collaborateurs viennent se charger sur vos places de parking en même temps, il y a probablement un problème qui va se poser avec la surcharge électrique de votre bâtiment. Et donc, il existe des manières de bien choisir d'abord les bornes de recharge et ensuite de les faire électrique de votre bâtiment en fonction éventuellement de panneaux solaires que vous avez sur ce bâtiment pour établir un plan de charge et optimiser cette charge sans devoir passer à une connexion sur le réseau électrique plus important. Alors, point problématique, on voit qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de réticence envers l'électrification. Les candidats dont le profil paraît être idéal pour avoir de tels véhicules se pose toujours la question de savoir si ces véhicules sont vraiment écologiques, s'ils sont trop chers, quelle est leur autonomie réelle, comment les recharger, qu'est-ce que l'éco-conduite. Il y a la plupart du temps un besoin d'informations sur ces sujets. Il y a une adéquation entre les candidats idéaux et leur sentiment à ce sujet. Bien sûr, donc tout ça nécessite aussi un suivi de mise en place. Il y a des petits couacs et des petites corrections importantes. Étant un petit peu d'origine scientifique, je voudrais rentrer sur le sujet des émissions liées aux véhicules électriques et hybrides. Il y a beaucoup d'informations vraies ou fausses qui circulent dans la presse. Je voudrais bien un petit peu clarifier ça de manière scientifique avec vous et effectivement regarder quelles sont les émissions de ce type de véhicule. Je voudrais ici comparer 5 véhicules. Le véhicule diesel qui est la référence jaune sur le parc, le véhicule à essence que l'on voit quand même de temps en temps. Alors ensuite, il y a l'hybride non rechargé. Donc, ce que j'appelle hybride non rechargé, c'est un véhicule hybride rechargeable, mais que par manque d'information, manque de motivation, on ne charge pas. Il reste sur sa place de parking sans borne de recharge, qui a été acquis pour des raisons peut-être fiscales, mais voilà, c'est malheureusement un cas de figure qu'on voit trop souvent. Ensuite, l'hybride correctement rechargé, et en l'occurrence, je considère que moyennant une car policy bien adaptée, on peut arriver à parcourir 50% du kilométrage total du véhicule sur base de ces recharges électriques. Et le dernier véhicule, la dernière motorisation, c'est un véhicule purement électrique sur batterie. Pour le premier graphe que vous avez sous les yeux, essayez de répondre à la question de quelles sont les émissions de CO2 en grammes par kilomètre pour un tel véhicule qui serait donc produit et recyclé en fin de vie. Vous voyez donc effectivement les véhicules hybrides et surtout les véhicules électriques ont en orange notamment des émissions de CO2 liées à la production et au recyclage en mauve de leur batterie. C'est un supplément par rapport
aux véhicules de base. Et donc, oui, à la question qui est, est-ce que produire et recycler un véhicule hybride ou plus encore un véhicule électrique émet plus de CO2? Oui, c'est le cas aujourd'hui. Je précise que donc, les hypothèses qui se cachent derrière ce graphique sont actuellement une batterie produite en Chine, avec l'électricité malheureusement très carbonée à base de charbon. Il y a une trentaine de projets de production de batteries en Europe. Et donc, à terme, ces chiffres, cette partie orange que vous voyez sur le tableau devrait diminuer avec des batteries produites sur base d'électricité plus verte qu'en Chine aujourd'hui. Alors, sur le graphe suivant, j'inclus toutes les autres émissions liées à l'usage de ce véhicule électrique. Donc, en rouge, la production du véhicule, en orange, la production de la batterie. Vous avez les émissions directes à l'échappement du véhicule, donc qui concernent les 4 premières motorisations. En vert, vous avez les émissions indirectes liées à l'usage de carburant. Donc, c'est les émissions qui sont liées au transport et au raffinage des carburants en amont de votre pompe à essence. En bleu ciel, les émissions indirectes aussi liées aux consommations d'électricité. Donc, ça concerne l'hybride rechargé et l'électrique. Donc, bien évidemment, même si ces véhicules sont déclarés à faible émission de CO2 ou zéro émission pour l'électrique, émissions liées à la production d'électricité, c'est tout un débat. Quel type de centrale va-t-on considérer pour ce type de véhicule? Je n'ai pas voulu rentrer dans ce débat et donc je considère le mix belge de production d'électricité. C'est en partie d'électricité nucléaire, en partie du gaz naturel. Et donc voilà, c'est ce que vous avez en bleu ciel comme émission, toujours en grammes par kilomètre. Le recyclage du véhicule en bleu foncé, le recyclage de la batterie en... Au total, qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc, les émissions totales liées en l'occurrence 250 000 km. Donc, je précise que ce n'est pas les 250 000 km que vous ferez en entreprise avec ce véhicule, mais ça inclut aussi en fait le second, le troisième propriétaire de ce véhicule. À sa mort, il posait ici à 250 000 km. Donc, au total, on est à plus de 200 grammes par kilomètre comme émission pour ce véhicule diesel. La différence que vous voyez par rapport aux chiffres officiels, qui serait peut-être une centaine de grammes par kilomètre, c'est que je considère ici une consommation de carburant réaliste et non pas la consommation de carburant théorique. Il y a une grosse différence sur la partie belge de ce total. Et oui, la réalité, c'est qu'avec un véhicule diesel, on a plus de 200 grammes de CO2 par kilomètre. Le véhicule à essence ne fait pas mieux. Le rendement de son moteur thermique est un petit peu moins bon. Le véhicule hybride non rechargé fait encore moins bien, puisqu'il a peut-être un plus petit moteur thermique. Ce n'est pas toujours le cas. Il a peut-être une capacité de récupérer de l'énergie au freinage, énergie électrique. Mais par contre, il est malheureusement aujourd'hui toujours plus lourd que ses homologues essence et diesel. Et donc, c'est un véhicule qui consomme plus de carburant. Plus intéressant, le cas de l'hybride rechargé, à 50%. On voit que tout cumulé, grâce à une consommation de carburant nettement plus faible, il peut apporter un apport de 33% de réduction des émissions de CO2. C'est effectivement un véhicule qu'il est intéressant de recommander à vos collaborateurs. Si votre souci premier est de réduire l'empreinte carbone de votre parc de véhicules, c'est déjà un véhicule qui peut apporter un grand pas en avant, un tiers d'émissions en moins, c'est non négligeable. Et alors le champion, en l'occurrence, c'est quand même le véhicule électrique qui n'a pas d'émissions directes, bien sûr, et dont les émissions indirectes restent relativement faibles. Et je voudrais bien ici tordre le cou, préjugé, un tel véhicule, avec les hypothèses belges, émet aux alentours de moins 58% de CO2 en moins que son homologue diesel. Donc, arrêtons de laisser circuler des bruits comme quoi ces véhicules électriques sont
plus polluants du fait de leur production ou recyclage de batteries. Ça ne compte que pour une petite partie de leurs émissions. OK. Alors, si je regarde maintenant ces émissions de CO2 avec un kilométrage variable total du véhicule, donc au sein de l'entreprise qui le remplit, mais aussi auprès de ses utilisateurs ultérieurs. Donc, vous avez ici en ordonnée les émissions de CO2 en tonnes en fonction du kilométrage total que pourrait parcourir ce véhicule. Électrique qui est en couleur peau de pêche. Au départ, évidemment, c'est le moins bon élève. Si vous faites très peu de kilomètres avec ce véhicule, c'est celui qui polluera le plus parce qu'on a dû produire sa batterie. Par contre, il fait mieux qu'un hybride non rechargé à partir de trentaines de milliers de kilomètres au total. Donc ça, c'est quand même intéressant comme paradoxe, hein, parce que ça veut dire qu'on va sortir un petit peu de l'entreprise. Si votre grand-mère vous demande quel véhicule dois-je acheter à l'église et qu'elle fait 2000 km par an, ben, il ne faut pas lui recommander de prendre un électrique parce qu'elle n'arrivera pas à amortir les surémissions initiales de production de cette voiture. Donc, les très très faibles rouleurs devraient plutôt opter vers un véhicule électrique, essence ou diesel, ce qui est un petit peu surprenant. Donc, je disais, ce véhicule électrique fait mieux qu'un hybride non rechargé à 30 000 km. Il fera mieux qu'un essence ou diesel aux alentours de 50 000 km totaux. Et il fera mieux que le champion hybride rechargé aux alentours de 75 000 km. Ce sont des chiffres qui sont bien sûr liés à de nombreuses hypothèses. Et voilà, ça permet aussi de clarifier ce point, on se le demande souvent. Et donc pour la plupart des véhicules de société qui font de l'ordre de 20 à 30 000 km en moyenne par an, et l'électrique sont des solutions plus intéressantes pour être clair sur ce sujet. Passons au niveau coût. Une impression qui circule en général, c'est que les véhicules électrifiés coûtent plus cher. Et donc, ce serait pour l'entreprise un sacrifice ou un surcoût que de voir cette électrification. Et si on veut voir ce qu'il en est effectivement, si je regarde uniquement l'amortissement des coûts, c'est vrai que le prix catalogue des voitures électriques et hybrides est beaucoup plus important. Que pour ces derniers, vous devez aussi amortir le coût d'une borne. Et donc, l'amortissement des coûts est plus important pour ce type de véhicule. Si vous incluez aujourd'hui plutôt les coûts qui rentrent dans un loyer mensuel, donc votre leaseur vous proposera aussi de prendre en charge les taxes de mise en circulation, les taxes de circulation annuelles, l'assurance, l'entretien, les pneus, les réparations éventuelles. On voit que ces taxes notamment sont plus intéressantes pour les véhicules électriques et hybrides, mais malgré tout, malgré cet effort que l'État a fait, le loyer mensuel des véhicules électriques et hybrides est plus important que les essence et diesel. Et donc, si vous restez avec une car policy qui se base sur ce loyer mensuel pour choisir les véhicules, aucun de vos collaborateurs ne prendra un tel véhicule, sauf s'il accepte de réduire la taille ou la gamme de véhicules auxquels il a droit. Par contre, si j'inclus le poste carburant ou électricité, là, ça devient plus intéressant. Donc, c'est ce que vous voyez apparaître en vert sur ces barres graphes. Consommation effective de carburant. En entreprise, vous serez surpris de voir que entre la consommation officielle et la consommation effective, on est de 130 à 150%. Si vous voulez que les véhicules électrifiés soient intéressants, il faut absolument prendre en compte cette consommation effective. C'est très important. Et donc, oui, la consommation, le coût carburant d'un essence ou
d'un diesel est de 3 à 4 fois plus important que le coût d'électricité. Là, on voit qu'au total, je commence à voir un véhicule électrique qui est plus intéressant que l'essence et le diesel, mais les hybrides, malheureusement, sont toujours plus chers. Alors là où ça devient intéressant, c'est à partir du moment où on considère fiscalité. Béatrice l'a bien expliqué. Je me base ici sur la fiscalité telle qu'elle est en vigueur pour un véhicule que vous achetez aujourd'hui. Donc, en mauve, vous devez ajouter un impôt de société sur les dépenses non admissibles. Et donc, ce coût est important pour les diesels et essences aujourd'hui. Il est beaucoup moins sur les hybrides et les électriques du fait que ces véhicules sont aujourd'hui, selon la formule en vigueur, déductibles à quasiment 100%. Au total, le résultat des courses, eh bien, donc, un hybride non rechargé, je ne vous conseille pas de l'acheter. Vous ne ferez pas une bonne affaire financière. Ne le chargez pas. Par contre, si vous le chargez, vous aurez une réduction de coût de l'ordre de 9% et de l'ordre de 24% pour un véhicule électrique. C'est quand même significatif. C'est important de le souligner parce que trop peu souvent, on indique que l'achat de véhicules électrifiés, c'est aussi un avantage financier pour les entreprises. OK. Voici un exemple de proposition d'électrification de parc résultant d'une étude que l'on fait pour une entreprise. Donc, l'entreprise ici, en l'occurrence, avait un total de 262 véhicules. Par nos simulations, nous indiquions que de l'ordre de 24 véhicules pouvaient devenir purement électriques, 162 véhicules pouvaient devenir hybrides rechargeables, et il ne restait que 66 véhicules diesel. Par cette simulation, notre client pouvait gagner, vous voyez en bas à droite, de l'ordre de 12% sur le vote général, à même véhicule commandé. Par contre, il est intéressant de voir qu'un an après avoir proposé cette électrification, avoir travaillé sur sa carte policy pour que ça soit effectif, eh bien, les achats de cette entreprise sont supérieurs à c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouveaux véhicules sont de l'ordre un tiers diesel, un tiers hybride rechargeable et un tiers électrique, ce qui va bien au-delà de ce que nous supposions. Et donc, j'insiste pour dire qu'une carte policy bien établie permet d'avoir une électrification forte d'un parc de véhicules dès aujourd'hui. Je terminerai par un petit aperçu de la formation que nous proposons aussi. En général, il y a malheureusement un désaccord entre les candidats que l'on identifie comme étant de bons candidats pour avoir un véhicule électrique ou hybride, ou leur perception personnelle de l'électrification. Et donc, il y a absolument besoin d'une information pour que ce soit un succès. Donc, dans cette formation, on répond aux questions classiques. Est-ce écologique, on en a parlé ensemble. Qu'en est-il de matières premières pour construire les batteries, par exemple? Le réseau électrique pourra-t-il supporter l'afflux de véhicules électriques? Une petite introduction aux techniques de conduite des motorisations électrifiées qui sont un petit peu différentes. Est-ce trop cher? Quel est le choix effectif de modèle? Ça s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. L'autonomie affichée, qu'en est-il par rapport à l'autonomie réelle? Les bornes de recharge, sachant que la plupart du temps, on rechargera l'entreprise et on décide de faire un voyage plus long, comment le planifier, combien de temps on doit s'arrêter à une borne qui me permet de recharger à puissance de 150 kW. Des petits calculs que les conducteurs de voitures électriques font, que leur voyage long soit malgré tout agréable. Donc, quels sont les profils types de candidats à ces véhicules? Qu'il faut-il dissuader? Parce qu'il y a effectivement des gens surenthousiastes qui veulent ces véhicules. Les conditions heureux
à bord de ces véhicules. Et puis, le nouveau domaine que nous développons beaucoup, c'est l'éco-conduite. L'éco-conduite d'un véhicule électrique n'est pas la même que celle d'un véhicule électrique. C'est surprenant. Et bien qu'une bonne partie de cette éco-conduite arrive spontanément à force d'user ces véhicules électriques, il est mieux d'être formé au départ pour éviter de mauvaises surprises. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je cède la parole aux questions, s'il y en a directement, ou au prochain orateur. Merci. Oui, Yves, c'est Roland ici à la fête. Je voulais juste revenir sur ton graphique concernant les coûts directs. On a bien vu à un moment donné que pour n'importe quel type de véhicule, les frais d'assurance sont toujours égaux. Et je me posais tout simplement la question de savoir si les compagnies d'assurance n'auraient pas également un rôle à jouer, parce que apparemment les compagnies d'assurance, que tu roules en diesel, en hybride, en électrique ou n'importe quoi, ben, je ne dirais pas que ils ne sont pas sensibles au problème, mais voilà, je me demandais tout simplement si les compagnies d'assurance n'auraient pas également un rôle à jouer dans tout ça, parce que assurer une voiture diesel en 2022, voilà, je ne sais pas. C'est juste la question que je me posais. Et l'autre question que je me posais, c'était quand tu parles de hybride rechargé, c'est les fameux plug-in dont tu veux parler? Okay. Concernant les assurances, tout dépend d'une compagnie à l'autre, bien sûr. Donc, certaines compagnies jouent effectivement le jeu et proposent des tarifications intéressantes pour les véhicules électriques ou hybrides. Mais bon, il faut savoir que c'est un peu une inconnue aussi pour ces compagnies. Et il y a malheureusement une rumeur qui a circulé pendant un certain temps, comme quoi il y avait plus d'accidents en véhicule électrique ou hybride. Mais bon, c'était principalement le fait que les premiers véhicules électriques, c'était des Tesla, modèle S, surpuissantes, fatalement, qui induisaient plus d'accidents. Mais bon, il ne faut pas comparer des pommes et des poires non plus. Oui. Il faut comparer des véhicules électriques de puissance équivalente. Et là, effectivement, certaines compagnies jouent le jeu. Je n'ai pas voulu rentrer dans ces considérations parce que ça change tous les jours, bien sûr. Oui. Donc, j'ai gardé plus ou moins un coût équivalent, mais n'oublions pas non plus que l'assurance fait partie des postes budgétaires qui rentrent dans la déductibilité, le même pourcentage que les autres véhicules. Et donc, une partie du coût de l'assurance est déduite de l'impôt. Et donc, même si le prix mensuel de l'assurance est le même, en définitive, pour l'entreprise, c'est moins cher du fait de la déductibilité fiscale supérieure. Oui. J'ai vu l'autre jour un documentaire assez bref, mais qui était assez éloquent, où l'on voyait un accident avec une voiture électrique et où on voyait la compagnie d'incendie ne pas intervenir. Et il y a eu une interview et on nous disait, voilà, on nous demande de ne pas approcher. Alors, on attend que le feu, parce que la voiture avait pris feu, que le feu s'éteigne tout seul et il n'intervenait pas. Donc là aussi, il y a une approche qui est assez spéciale. On voit aussi souvent, je vois ça lors des rallyes, donc lorsque les voitures ont terminé leur étape spéciale, donc tant que le voyant ne passe pas au vert, personne ne peut approcher la voiture. Donc quelque part, peut-être là, il y a aussi des réticences du côté des assureurs, je ne sais pas. Il y a en fait une part de mauvaise foi dans tout ça. Donc, l'électrification, c'est une technologie nouvelle. Effectivement, à partir du moment où l'incendie du parc de batterie a commencé, il n'y a quasiment rien qui peut l'arrêter. Donc, le mieux, c'est d'attendre. Et c'est un feu assez violent. Et donc, voilà. Heureusement, ça prend un certain temps avant de démarrer. Donc, on a le temps de quitter la voiture sans problème. Par contre, on va dire, imaginons que le monde se soit fait dans l'autre sens et qu'aujourd'hui, on vienne inventer la voiture à essence avec un carburant extrêmement inflammable, contenu à 50, 60, 70 litres dans une voiture, pour lequel on peut faire le plein 24 heures sur 24, tout seul, sans assistance, et même en revenant d'une soirée avec une cigarette allumée. Imaginez-vous que cette technologie serait autorisée. Jamais de la vie.
Exactement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on fait un petit peu le procès de ces motorisations électriques. Si l'un électrique flambe au fin fond de l'Argentine, ça sera connu de manière mondiale, alors que les voitures essence qui brûlent le long des autoroutes, il y en a quand même assez régulièrement. Par contre, il y avait une deuxième question que j'ai oubliée. Oui, je voulais savoir si, lorsque tu parles de hybride rechargé, tu veux parler des fameux plugins qui sont sur le marché pour le moment. Oui, donc l'hybride rechargeable, c'est effectivement la traduction en français de hybride plug-in. Donc, c'est à mon sens les seuls véhicules qui sont dignes d'intérêt pour l'entreprise. Les véhicules non rechargeables, qui sont faussement dits auto-rechargeables, se rechargent sur la route, effectivement, mais au dépend d'une consommation, d'une surconsommation d'essence, qui fait qu'en définitive, surtout s'ils sont employés sur autoroute, ce ne sont pas des véhicules dignes d'intérêt, et je n'ai même pas mentionné ce type de véhicule dans ma comparaison. Merci. D'autres questions? Il y a quelques questions pour toi dans le chat, Yves. Donc ici, Béatrice avait répondu déjà à Roland. Mais il y a une question sur les calculs au niveau des coûts carburants. Tiennent-ils compte des prix actuels? Oui. Donc, effectivement, le coût du carburant qui est pris, c'est le coût qui est en vigueur depuis ce matin. Alors, on peut effectivement souligner le fait que l'intérêt de ce type de véhicule, la comparaison des carburants, vous voyez que le poste coût du carburant, c'est un poste coût majeur, le TCO. Après, je n'ai pas de boule de cristal, mais est-ce que le coût du carburant va diminuer le jour où la guerre Mon sentiment personnel, c'est que non. Avant la guerre en Ukraine, on va rester voir plus à l'avenir. On doit acheter du carburant hors de Russie. Et donc, oui, c'est basé sur le coût actuel. Qu'en sera-t-il à l'avenir? J'en sais rien. Mais ma supposition, c'est que le coût actuel est une hypothèse encore gentille. Merci. Je regarde les questions suivantes. Alors, je vois une question concernant l'émission de CO2. Life cycle, quelle est la durée de vie supposée des batteries? En années, en kilomètres. OK. Bonne question. Donc, les batteries ont une durée de vie selon deux critères. Elles peuvent faire plus ou moins 3 à 4 000 cycles de décharge profonde. Donc, on va prendre une voiture électrique capable d'une autonomie de 400 km. Si je prends 2000, 3 000 cycles de décharge profonde, ça fait 1 200 000 km que cette voiture est capable de faire. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Les batteries ont une durée de vie calendaire. Oui ou non? Ça a coupé, Yves. Oui. J'ai l'impression qu'on t'entend mieux quand tu tournes ta tête vers le centre de ton ordinateur. OK. Oui, il y a peut-être des coupures. Okay. Donc, je disais que la durée de vie cyclique ne pose pas de problème. Par contre, la durée de vie de l'ordre de calendaire, c'est de l'ordre de 10 ans. Donc là aussi, on peut supposer qu'à partir de 10 ans, c'est le véhicule dans son ensemble qui sera en difficulté. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de remplacer les batteries durant la vie du véhicule. Les batteries tiennent au moins aussi longtemps que l'ensemble du véhicule. Alors, la référence de l'étude sur laquelle les chiffres sont basés, c'est une étude qui rassemble une étude de cours alternatifs qui rassemble plusieurs morceaux d'études qui vont dans le même sens. Nous avons écarté les études fantaisistes où
influencé par une opinion de départ. Et ici, donc, c'est une étude qui reste relativement indépendante des opinions. Yves, est-ce que tu penses pouvoir donner un lien vers l'étude pour laquelle tu dis, voilà, ces chiffres-là sont il y a plusieurs études, hein. C'est un peu compliqué parce okay. que je me base sur plusieurs études pour chacun des points. Ah oui. Donc, si on parle de ce qui sont les émissions, j'ai rassemblé des informations venant de plusieurs études différentes concernant la production des véhicules, concernant le recyclage, les batteries notamment. Consommation de carburant, il ne faut pas être grand sorcier, il suffit d'appliquer des consommations réalistes aux véhicules. Donc j'aurais du mal à donner vraiment des références de plusieurs études, mais par contre, c'est une étude interne faite par nous, mais assez consensuelle. Ok. D'autres questions encore? Je suis très clair, alors. Très bien. Merci. De Valentin. Je rappelle peut-être à tout le monde que nos intervenants restent à votre disposition concernant des questions que vous pourriez encore vous poser. Donc, n'hésitez pas à formuler vos questions dans le chat. Et nos spécialistes y répondront peut-être après le webinaire si le temps ne permet pas d'y répondre avant la fin. Merci. Je pense que maintenant, on peut passer à la présentation de Farmit. Ah, okay. Hallo. Hallo zusammen. Ich habe meine Präsentation auf Deutsch gemacht, ein bisschen Lokalkolorit da, kann ja nicht schaden. Ich versuche das jetzt zu teilen. Seht ihr die? C'est pas en diaporama, on voit tes slides sur le côté. Voilà. Ah, fait. Okay. Also Stand der Dinge E-Ladeinfrastruktur in der DG. Letztes Jahr im Juli hat die wallonische Region beschlossen, sich an die Förderung des Ausbaus der Elektroladeinfrastruktur im kommunalen und öffentlichen Bereich, also damit zu befassen. Sie hat einen Studienauftrag gegeben, wobei die DG ausgeklammert wurde, weil die DG eine eigene Studie erarbeiten wollte. Zielsetzung der Wallonie ist es, 2023 und 2024 jeweils 1000 neue Ladepunkte für E-PKWs im öffentlichen Raum anzusiedeln. Wir sprechen wirklich nur vom öffentlichen Raum, denn die wallonische Region geht davon aus, dass 40% der Wagen zu Hause geladen werden, 40% auf der Arbeit, da sind Sie als Arbeitgeber gefragt, und nur 20% dann im öffentlichen Raum. Das soll dann das sogenannte Notfallnetz sein. Und die wallonische Region plant vor allem halbschnelle Ladesäulen, also 22 Kilowatt. Auf die einzelnen Gebiete heruntergebrochen würde das bedeuten, dass es in der DG 38 Standorte bis Ende 2024 geben sollte, öffentliche Standorte. Und die DG möchte differenzieren zwischen halbschnellen und schnellen Ladesäulen, also 22 Kilowatt und 43 bzw. 50 Kilowatt. Die DG hat dann im Februar eine Arbeitsgemeinschaft eingerichtet. Da hat es bis jetzt ein Treffen im März, im April gegeben und ein Abschlusstreffen am 13. Juni. Da sind alle Gemeinden vertreten. Analog zur Standortsystematik der Wallonie hat man da dann doch sehr früh die Gemeinden eingebunden. In der Wallonie wird das eher von oben nach unten organisiert und wir versuchen es hier von unten nach oben, also von den Gemeinden zur DG zu organisieren.
Es wurde bei den Gemeinden abgefragt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Dann wird mit den Gemeinden gemeinsam werden die Standortkriterien festgelegt. Das geht um Bevölkerungsdichte, um den Zweck der Ladesäule. Soll es eher für den Alltagsverkehr, für kulturelle Zwecke, für sportliche Ziele, für Erholungszwecke oder für touristische Zwecke sein? Dann wird, das ist ein sehr wichtiger Punkt, die elektrische Machbarkeit überprüft der jeweiligen ausgewählten Standorte. Und ich denke, dass die ORES im Endeffekt tatsächlich der ausschlaggebende Punkt ist, beziehungsweise dass sie entscheiden wird, was überhaupt machbar ist. Und am Ende soll dann eine Übersichtskarte der jeweiligen Standorte entstehen. Also wie gesagt, die deutschsprachige Gemeinschaft möchte nicht nur mittelschnelles Laden, sondern auch schnelles Laden. Das schnelle Laden soll dann auf die Gewerbegebiete, den Bahnhof und Punkte in der Nähe von Autobahn-Auf- oder Abfahrten konzentriert sein. Und auf Parkplätzen eher dann halbschnelles Laden und im sonstigen öffentlichen Bereich, zum Beispiel bei den Gemeindehäusern, auch halbschnelles Laden. Beim Arbeitsstandort und Campingplätze kann man natürlich keine Angaben machen zur erwünschten Kapazität, denn es liegt wirklich am Arbeitgeber bzw. am Unternehmen oder an den Campingplätzen bzw. Hotels, was sie an ihrer Kundschaft anbieten möchten. Die Einarbeitung der Rückmeldungen von ORES werden dann wahrscheinlich Ausschlag geben, wie viele Ladepunkte tatsächlich in der deutschsprachigen Gemeinschaft angesiedelt sein werden. Es werden dann Gespräche mit Betreibern von E-Ladeinfrastruktur stattfinden und die werden dann auch wieder sagen, wo sie prioritär ihre Ladesäulen ansiedeln wollen, weil man geht davon aus, dass man 10 Ladevorgänge haben muss, damit eine Ladesäule sich rentabilisiert. Und das hängt dann auch von der Dauer der Ladung ab. Bei manchen Gemeinden wie Olten oder so, denke ich, ist es kein Problem, dass man an 10 Ladevorgänge kommt. Bei anderen Gemeinden wahrscheinlich schon eher. Dann wird dann, wie gesagt, geschaut, ob die Ladeinfrastrukturstandorte, die die Gemeinden vorschlagen, auch tatsächlich im Interesse der Betreiber sein wird und ob da überhaupt jemand gefunden wird, der zum Beispiel in Grüflingen eine Ladeinfrastruktur betreiben möchte. Es werden Details zu Betriebsdienstleistungen festgelegt, welche Bedienplattform, welches Abrechnungssystem. Es ist unsinnig, dass in den 9 verschiedenen Gemeinden 9 verschiedene Bedienplattformen angeboten werden. Also es sollte schon ein einheitliches öffentliches Netz entstehen. Ja, und dann die angestrebte Mindestanzahl Ladesäulen, wie gesagt, sollte offiziell 38 sein. Es werden wahrscheinlich weniger sein, denn es gibt Gemeinden, die sehr interessiert sind oder die auch ihre Rolle als Gemeinde darin sehen, Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, sie nicht selber zu verwalten, aber schon zur Verfügung zu stellen, und andere Gemeinden, die sagen, nein, das interessiert uns nicht, wenn Hotels können das gerne anbieten für ihre Kundschaft, Campingplätze können das auch gerne anbieten für ihre Kundschaft, aber es ist nicht an uns als Gemeinden, dafür zu sorgen, dass Ladesäulen vorhanden sind. Da müssen sich die Gemeinden noch einigen. Ich denke, es wird eine Mindestanzahl geben, die pro Gemeinde dann doch angeboten werden sollte. Und dann hängt es von der Dynamik der Gemeinde ab, was im Endeffekt daraus wird. Geplant ist allerdings, dass diese Ladesäuleninfrastruktur bis in den Jahren 2023 und 2024 in der DG entstehen werden, wahrscheinlich über ein PPP-System, also Private-Public Beteiligung, denn also DG, Gemeinden und die Betriebsgesellschaft. Also im Moment gibt es laut Umfrage mit den Gemeinden 37 Ladeinfrastrukturen. Da war nämlich die Frage, wie viel gibt es im Moment. Da wird aber nicht unterschieden zwischen öffentlichen und privaten Ladeinfrastrukturen. Also es gibt 37 Standorte, das heißt
73 Ladepunkte. Und wir sprachen ja jetzt in dieser Arbeitsgruppe, wird man sich vor allem mit diesen öffentlichen Ladeinfrastrukturen auseinandersetzen. Von diesen 73 Ladepunkten mittlerweile, die im Moment bestehen, da gibt es welche zum Beispiel an den großen Kaufhäusern in Olten, Lidl, Colruyt, aber auch an den verschiedenen Autohäusern. Die werden im Moment eher von den Kunden angefahren, als wirklich als tatsächlich öffentlich wahrgenommen. Sie sind aber zumindest teilweise öffentlich. Es geht jetzt wirklich darum, die Gemeinde Olten hat 2 Ladestationen vor kurzem in Betrieb genommen am Stadthaus und wird wahrscheinlich im Zuge der Renovierung des Bahnhofs Olpen nochmal 2 oder wahrscheinlich sogar 4 in Angriff nehmen. Das ist jetzt übernächstes Jahr geplant. In den anderen Gemeinden, in St. Vith zum Beispiel, wird eine Ladestation am Triangel kommen, zusätzlich zu der Ladestation, die bereits besteht am Rathaus. Aber andere Gemeinden sind, wie gesagt, eher zurückhaltend, was die öffentlichen Ladesäulen angeht. Es wird sich aber 2023, 2024 viel tun in diesem Bereich. Nur ob das ausreicht, um den Bedarf zu decken, das kann natürlich keiner sagen, weil man wirklich nicht weiß, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Auf welcher Grundlage wurden 22 Kilowatt als Ladestandard festgelegt? Die meisten EVA können lediglich. Ich glaube, da müsste ich noch mal nachschauen in der Präsentation. Ich glaube, dass man schon davon ausgeht, dass die neuen Fahrzeuge mit 22 Kilowatt geladen werden sollten, um ein halbschnelles Laden zu rechtfertigen. Die anderen Ladesäulen, die kleinen, da gibt es ein paar, also ich denke bei den verschiedenen Autohäusern, aber es wird aufgerüstet werden auf 22 Kilowatt.